Salut à tous. La nuit dernière, 3 aéronefs américains ont été abattus en moins de 24 heures. Pas dans une bataille, pas dans un affrontement loyal, mais dans un piège. Un piège que l'Iran a passé 20 ans à construire autour d'une seule exigence militaire américaine qu'aucun commandant sur ce théâtre d'opération n'a le pouvoir d'ignorer. Un C, un 3-0J Super Hercules transportant des opérateurs de la Delta Force et 2 hélicoptères HH-60 Pave Hawk transportant des équipes de recherche et de sauvetage au combat. 3 aéronefs, 20 opérateurs et membres d'équipage américains morts ou portés disparus et 150 millions de dollars de matériel détruit. L'Iran a dépensé environ 2 millions de dollars pour rendre tout cela possible. Cela représente 75 dollars perdus pour chaque dollar dépensé par l'Iran. Ce ratio d'échange se trouve maintenant sur le bureau de chaque commandant du théâtre. Mais le ratio d'échange n'est pas la véritable histoire. L'histoire, ce sont même pas les 3 aéronefs, les 20 personnes, ni les 150 millions de dollars. L'histoire, c'est ce que l'Iran a démontré à chaque cellule de planification militaire hostile sur la planète en seulement 24 heures. Il a démontré que la doctrine de récupération du personnel la plus sophistiquée jamais conçue peut être démantelée en une seule nuit. Que le pacte que les commandants américains passent avec leurs pilotes, la promesse qui dit que nous reviendrons toujours vous chercher, peut être étudiée, compris, puis transformé en mécanisme destiné à détruire les sauveteurs eux-mêmes. Et le piège n'est pas terminé. Il ne l'a jamais été. Car il n'a jamais été question seulement de 3 aéronefs ou de 2 balises émettant depuis un flanc de montagne près d'Ispahan. Le piège, c'est la paralysie décisionnelle désormais installée de façon permanente au cœur de la planification opérationnelle américaine au-dessus de l'espace aérien iranien. Et elle va demeurer bien après la récupération des débris et la classification du dernier rapport. Pour comprendre ce que l'Iran a fait pendant ces 24 heures, il faut comprendre le document qu'il a rendu possible, la jointe publication 3 à 50, le cadre américain de récupération du personnel en territoire hostile. Ce document n'est pas classifié. Il est accessible au public et les planificateurs militaires iraniens l'étudient depuis des années, non comme un exercice académique, mais comme un document de planification opérationnelle dont ils ont systématiquement construit des contre-mesures à partir des hypothèses, des corridors de vol, des profils d'altitude, des contraintes de temps et des structures d'autorité de commandement. L'exigence centrale du document est ce qui a rendu le piège possible. Aucun commandant américain sur ce théâtre d'opération n'a le pouvoir de laisser derrière lui un survivant confirmé. Ni si les balises émettent, ni si l'emplacement est connu, ni si le terrain est hostile, l'exigence écrite est sans ambiguïté. Il faut envoyer la force de récupération. L'Iran comprenait cette exigence avec plus de précision que la plupart des civils américains. Il le savait parce qu'il avait lu la doctrine et parce qu'il avait observé la manière dont elle se déployait dans les opérations réelles. Il a cartographié les corridors de vol, les profils d'altitude, le calendrier, la séquence, et pendant 20 ans, il a élaboré une réponse à chaque hypothèse intégrée dans ce système. Puis il a attendu le bon moment pour l'utiliser. Ce moment est arrivé le 3 avril 2026. Un F-15 américain a été touché par un missile solaire iranien près d'Ispahan. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés, ont survécu à l'atterrissage et leurs balises étaient toutes 2 actives. L'Iran savait exactement ce qui allait se passer ensuite, non parce qu'il l'avait deviné, mais parce que la doctrine le lui indiquait. Le F-15 n'a jamais été la cible principale, c'était le déclencheur. L'équipage au sol n'était pas l'objectif, c'était l'appât. Le piège activé par ces balises avait déjà été construit avant même que le F-15 ne franchisse l'espace aérien iranien. Dans les jours précédant la frappe, des unités radars mobiles iraniennes avaient été redéployées dans les chaînes de montagnes environnantes. Pas au hasard, avec précision. Sur des lignes de crête qu'un C-130 utiliserait pour masquer sa trajectoire au relief et dans des vallées que les hélicoptères seraient contraints d'emprunter de nuit. La couverture radar qu'ils ont créée se chevauchait. Il n'y avait aucune faille. Chaque couloir d'approche sur lequel la doctrine américaine s'appuie pour l'infiltration à basse altitude était déjà couvert avant même l'activation des balises. À 23h15 heure locale, un C, un 3-0J Super Hercule, indicatif SPUR 01, a décollé d'une base avancée.
Ils transportaient un élément conjoint de récupération pour opérations spéciales, des opérateurs de la Delta Force, des spécialistes du sauvetage, du personnel transmission et une équipe médicale. Entre 15 et 20 militaires se trouvaient à bord, en plus des 5 membres d'équipage requis. Chacun d'eux s'était entraîné des centaines de fois pour ce scénario. Ils faisaient confiance au masquage par le relief, à leur profil d'altitude et à leur système de guerre électronique. Chacun de ces avantages avait déjà été neutralisé. Le commandant de la branche aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré par la suite qu'ils avaient suivi Spur 0 dès son entrée dans l'espace aérien iranien. Cette déclaration n'était pas une fanfaronnade, c'était un avertissement. À 23 H47, heure locale, à environ 60 km du site du crash, Spur 01 a été pris pour cible par une plateforme mobile de défense aérienne Crotale 15. Le missile utilisait un guidage radar semi-actif, ce qui signifiait que les contre-mesures standards étaient inutiles. Les paillettes ne pouvaient pas le tromper, les leurres thermiques non plus. Le missile a suivi le faisceau radar jusqu'à l'impact. Spur 01 a déployé ses contre-mesures et tenté des manœuvres d'évitement. Cela n'a rien changé. Le missile a explosé près de l'emplanture de l'aile gauche, sectionnant des conduites hydrauliques et provoquant un incendie de carburant. L'aéronef s'est désintégré avant d'atteindre le sol en un seul morceau. Il est important de comprendre ce qui a été perdu, non pas en dollars, mais en vies humaines. Chaque personne à bord s'était entraînée pendant des années pour des missions comme celle-là. Chacune avait quelqu'un qui attendait un appel confirmant qu'elle était saine et sauve. Cet appel n'est jamais venu. L'appareil lui-même coûtait environ 90 millions de dollars, mais ce chiffre vient après. Les personnes passent d'abord et c'était pas la fin de l'histoire. Car pendant que Spur 01 tombait encore, 2 autres aéronefs étaient déjà en route, 2 hélicoptères HA-60 Payhawk, Pedro 83 et Pedro 84 se dirigeaient vers le site du crash. Ce sont des plateformes de recherche et de sauvetage au combat conçues spécialement pour les espaces aériens contestés, avec une navigation avancée, une capacité de ravitaillement et des systèmes défensifs. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser quoi que ce soit de tout cela. L'Iran avait déjà positionné des équipes équipées de Mampad sur les hauteurs dominant chaque vallée du corridor, non pas par précaution, mais dans le cadre de la même embuscade planifiée à l'avance. Les hélicoptères étaient contraints par le relief de traverser ces vallées de nuit. Les équipes au-dessus les attendaient. À 00 H23, heure locale, les 2 hélicoptères ont été engagés simultanément. Pedro 83 a été touché au niveau de l'ensemble du rotor de queue. La perte de contrôle du rotor de queue est irrécupérable. L'appareil est parti en vrille et s'est écrasé à pleine vitesse. Pedro 84 a été touché au niveau du moyeu principal du rotor. Des témoins ont rapporté avoir vu les pales se détacher en plein vol avant que le fuselage ne chute. 2 hélicoptères, 6 membres d'équipage disparus en quelques minutes. À présent, comptons les pertes. Un C, un 3-0J Super Hercule, 2 HH-60 Payhawk et 20 militaires américains morts ou portés disparus. Les aéronefs à eux seuls représentaient 150 millions de dollars. L'Iran a dépensé, selon les estimations, 2 millions de dollars pour exécuter toute l'embuscade. C'est le chiffre que chaque planificateur militaire hostile a étudié le lendemain matin. 75 dollars perdus pour chaque dollar dépensé par l'Iran. Parlons maintenant de ce que cette embuscade a réellement démontré au-delà des débris, car c'est là que les implications stratégiques vont bien au-delà de 3 aéronefs et de 20 personnes. La doctrine qui fait de l'armée américaine ce qu'elle est a aussi rendu cette embuscade possible. C'est pas une critique, c'est le fait stratégique le plus important de ces dernières 24 heures. La promesse que les commandants américains font à ceux qui volent pour eux, celle de toujours revenir les chercher, n'est pas symbolique. C'est la raison pour laquelle des gens acceptent de voler dans ces missions. C'est la raison pour laquelle les familles acceptent le risque de voir quelqu'un qu'elles aiment exercer ce métier. C'est le pacte qui tient ensemble la relation entre l'institution militaire et ceux qui y servent. Et l'Iran comprenait ce pacte avec plus de précision que la plupart des civils américains. Il n'avait pas besoin de vaincre l'armée des États-Unis dans un combat ouvert pour l'exploiter. Il lui suffisait d'identifier le seul déclencheur que les commandants américains ne peuvent pas ignorer, puis de l'activer
un équipage abattu, avec des balises actives, constitue ce déclencheur. On l'active et la force de récupération arrive. La force de récupération qui arrive est la deuxième cible, pas la première. Et lorsque la deuxième cible est détruite, le piège produit quelque chose de plus précieux que des débris. Il produit une décision à laquelle aucune réponse acceptable n'existe. Envoyer une nouvelle force de récupération et risquer une autre embuscade, ou laisser l'équipage au sol et rompre le pacte qui tient l'institution militaire ensemble. Cette décision ne se résout pas. Elle s'installe dans chaque calcul effectué avant le vol de chaque pilote qui mène actuellement des missions au-dessus de l'espace aérien iranien. Chaque pilote sait que s'il tombe, ceux qui viendront le chercher risquent de voler dans la même embuscade qui a abattu Spur 01, Pedro 83 et Pedro 84. Cette réalité psychologique ne s'annonce pas avec fracas. Elle s'infiltre silencieusement dans la planification opérationnelle. Les pilotes commencent à accepter moins de risques. Les planificateurs de mission ajoutent des restrictions. Le rythme opérationnel se dégrade dans chaque unité. L'Iran n'a pas besoin d'abattre 100 aéronefs pour obtenir cet effet. Il lui fallait en abattre 3 dans la bonne séquence. C'est ce qu'il a fait. Parlons maintenant de ce à quoi ressemblera la prochaine mission de récupération, car c'est ici que le piège continue de fonctionner longtemps après que les missiles ont été tirés. Toute future mission de récupération du personnel au-dessus de l'espace aérien iranien devra désormais être planifiée en partant du principe qu'une embuscade préparée est possible. Cela signifie davantage d'aéronefs d'escorte avant que la force de récupération ne se mette en mouvement. Cela signifie un appui dédié de guerre électronique couvrant chaque corridor d'entrée. Cela signifie la neutralisation des installations radars avant même que les aéronefs de récupération ne franchissent la frontière. Cela signifie potentiellement des raids d'opérations spéciales pour éliminer les équipes de manpads positionnées sur les hauteurs avant que les hélicoptères ne puissent entrer dans l'espace aérien. Chaque couche ajoutée allonge le calendrier de planification. Chaque heure ajoutée au calendrier permet aux forces terrestres iraniennes de se rapprocher de tout équipage survivant au sol. C'est pas une faille que l'Iran a exploitée. C'est une caractéristique qu'il a conçue. Le piège produit un problème de temps qui s'aggrave à mesure qu'on tente plus sérieusement de résoudre le problème de l'embuscade avant d'envoyer la force de récupération. Et ce problème de temps joue directement en faveur de l'Iran. Les forces terrestres iraniennes n'ont pas besoin d'attendre que les Américains résolvent leur dilemme de planification. Elles avancent pendant que ce dilemme est encore en cours d'examen. Le tableau stratégique produit par cette séquence de 24 heures est le plus inconfortable pour les planificateurs militaires américains sur ce théâtre d'opération depuis le début de la guerre. 3 groupes aéronavals ont été repositionnés après les événements pré-d'Ispahan. Les commandants qui planifiaient des opérations en partant du principe que la récupération du personnel était fiable travaillent désormais avec un ensemble d'hypothèses révisées. Les pilotes qui conduisent des missions de frappe dans l'espace aérien iranien ont absorbé la même information, tirée de Spur 01, Pedro 423 et Pedro 424, que les planificateurs iraniens voulaient leur faire absorber. Non pas les détails sur les aéronefs, les armes ou le lieu, l'information sur ce qui arrive à ceux qui viennent vous chercher. Cette information modifie le calcul à l'échelle individuelle. Et ces changements individuels s'agrègent ensuite, en effet, opérationnels à l'échelle des missions et du théâtre. C'est le genre de moment où les mises en scène médiatiques façon Trump découvrent que les cartes ne se mettent pas à applaudir sur commande. La question d'une invasion terrestre, qui circule depuis le déploiement des marines, mérite d'être abordée directement dans ce contexte. Les commandants qui ont construit le piège pré-d'Ispahan sont les mêmes qui ont conçu la défense terrestre de l'Iran. Une invasion terrestre de l'Iran n'est pas l'Irak. Ce n'est pas l'Afghanistan. L'Iran compte 89 millions d'habitants, 500 000 militaires d'actifs et 40 ans d'infrastructures souterraines conçues à dessein. Ils ont observé ce qui est arrivé à l'Irak et ont construit l'inverse, dispersé, enterré, conçu pour absorber la puissance aérienne et survivre. Le terrain montagneux qui a rendu les corridors des pas phoques mortels pour Pedro 423 et Pedro 424 est le même qui fait d'une campagne terrestre contre l'Iran l'une des opérations les plus difficiles de l'histoire moderne.
Et la sophistication de planification qui a produit l'embuscade d'Ispahan est la même sophistication qui sous-tend l'ensemble du dispositif défensif iranien. Ce n'est pas une tactique isolée. C'est une partie d'un système. La question ouverte laissée par la séquence de 24 heures près d'Ispahan est celle à laquelle personne à Washington n'a de réponse claire. La prochaine fois qu'un aéronef américain sera abattu et que les balises commenceront à émettre, que fera le commandant? Envoyer la force de récupération face à la possibilité d'une nouvelle embuscade, ou laisser l'équipage au sol et rompre le pacte? Aucun slogan du camp Trump ne réparera une doctrine de récupération avec un autocollant de campagne. L'Iran n'avait pas besoin d'armes nucléaires pour créer ce point de pression. Il lui suffisait de 2 balises émettant depuis un flanc de montagne près d'Ispahan. Et puis il a attendu. Le piège, ce ne sont pas les missiles. Cela n'a jamais été les missiles. Le piège, c'est la décision à laquelle aucune réponse acceptable n'existe. Et il est désormais installé de manière permanente au cœur de la planification opérationnelle américaine, au-dessus de l'espace aérien iranien. 3 aéronefs, 20 personnes, une nuit, une doctrine démantelée. Et quelque part à Téhéran, les planificateurs qui ont construit cela ne célèbrent pas. Ils observent le prochain mouvement de Washington et ils construisent déjà la riposte à ce mouvement. Si l'Iran a passé 20 ans à étudier la doctrine américaine de récupération du personnel, afin de bâtir une embuscade autour de la seule exigence qu'aucun commandant ne peut contourner, cela soulève une question plus large sur tout ce qu'il a pu étudier par ailleurs. À un moment donné, une armée peut être contrainte de choisir entre envoyer des forces de récupération dans des embuscades préparées et rompre la promesse qui rend les gens prêts à voler au départ. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.